Bonjour, soyez-vous bienvenus dans notre formation d'économétrie et les méthodes économétriques. Alors avant de commencer de traiter les différentes parties de notre formation, il faut premièrement faire un petit rappel à ce qu'on a vu dans les séances précédentes, savoir donc il faut rappeler des éléments de base en statistique, descriptif, en probabilité et aussi en échantillonnage et estimation, pour bien comprendre la démarche des tests d'hypothèse et aussi la démarche de l'économétrie. Alors, concernant la statistique descriptive, dans notre semestre 1, nous avons vu que la statistique descriptive, c'est une science qui s'intéresse à la collection, le traitement et l'analyse des données pour but de prise de la décision. L'objectif global, ou bien l'objectif primordial de la statistique descriptive, c'est de permettre aux statisticiens de prendre des décisions dans les enquêtes réalisées. Alors, dans la statistique descriptive, nous avons besoin donc de savoir comment on peut calculer certains paramètres, à savoir donc la moyenne et aussi donc la variance dans l'analyse univariée. Et dans l'analyse bivariée, nous avons aussi besoin de savoir comment on peut calculer les moyennes, les variances, les écarts types, la covariance entre deux variables x, y et aussi la coefficient de corrélation et comment on peut tracer la droite d'ajustement. Alors concernant la moyenne, donc la moyenne, c'est comme vous savez que c'est un paramètre parmi les paramètres d'opposition ou bien parmi les paramètres de tendance centrale. La moyenne arithmétique tout simplement s'appelle la moyenne égale à le cumul ou bien la sommation des observations ou bien la sommation des valeurs prises par la variable étudiée divisé par le nombre d'observations. C'est pour cela mathématiquement on se trouve que x bar égale à 1 sur n le cumul xi. Donc, au cas d'une série statistique et au cas d'une variable quantitative continue, ou bien le cas d'une variable quantitative discrète, x bar égale à 1 sur n le cumul de les effectifs partiels fois les modalités x ou y. Par contre, en cas de variable quantitative continue, on a besoin de calculer le centre de classe, le borne inférieur plus le borne supérieur sur 2. Donc, x bar sera égal à le cumul le produit entre les CI et les effectifs partiels. Donc, le deuxième paramètre, c'est la variance. Donc, la variance, dans leur redéfinition, premièrement, suffit, ou bien la variance est un paramètre parmi les paramètres de dispersion, à la côté de l'étendue, les intervalles interquartiles, les quartiles, les déciles, les centiles, ce sont tous des paramètres de dispersion. La variance, c'est la dispersion, c'est-à-dire c'est la dispersion des observations autour de la moyenne. C'est la somme carrée des écarts. Donc la somme carrée des écarts, c'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts par rapport à la moyenne x bar qu'on a déjà traité ou bien qu'on a déjà calculé. C'est pour cela mathématiquement, on se trouve que la variance var de x égale à 1 sur n le cumul de ni multiplié xi moins x bar le tout au carré, au cas d'une variable quantitative discrète. Mais le cas d'une série statistique, donc nous avons dit que x bar, tout simplement, la moyenne arithmétique est égale à 1 sur n, donc 1 sur l'effectif total, le cumul de xi, la sommation des observations de égale à 1 jusqu'à n, et la variance de x, donc la variance de x est égale à 1 sur n aussi, donc le cumul carré des écarts. Donc le cumul des écarts xi moins x bar, le tout au carré. Donc voilà, donc ce sont donc deux éléments, deux calculs préliminaires, la moyenne arithmétique et la variance. Alors, dans le cadre d'une analyse bivariée, le cadre de l'existence de deux variables, à savoir, à titre d'exemple, x, y, donc on a deux variables x, y, donc on a besoin premièrement de trouver la dispersion des deux variables, c'est-à-dire une dispersion marginale et une dispersion conditionnelle au cas où on a je dirais un tableau de contingence, les dispersions marginaux et les dispersions conditionnelles. Aussi, on a besoin de calculer des calculs préliminaires, à savoir les moyennes et les moyennes et aussi les variances et les écarts types, quel que soit dans le cas du tableau de contingence ou bien dans le cas du tableau simple. Après, le calcul de la covariance.
La covariance est un paramètre qui permet de trouver, ou bien qui permet de savoir la relation qui existe entre deux variables x et y. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui existe entre deux variables x et y. S'il existe, si la covariance x, y est égale à 0, alors on dit que tout simplement les deux variables, il n'y a pas de relation entre les deux. C'est-à-dire les deux variables ne se sont pas corrélées, ou bien il n'y a pas de liaison entre les deux variables. Donc la covariance de leur redéfinition, donc c'est le produit, bien le cumul des produits des écarts de x et l'écart de y, c'est-à-dire la covariance. Donc x, y est égal à 1 sur n. Donc le cumul de xi moins x bar, donc multiplié yi moins y bar. Alors, la covariance, nous avons dit que c'est un paramètre statistique qui permet de savoir la relation qui existe entre deux variables, mais pour avoir, ou bien pour déterminer le type de relation, il faut calculer un coefficient qui s'appelle la coefficient de corrélation, la petite rxy, la coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables x et y, ce qui est égal à la covariance entre les deux variables, la covariance entre x et y, sur l'écart type de x multiplié l'écart type de y. L'écart type, c'est la racine de la variance, alors simplement on peut calculer la coefficient de corrélation. Par contre, les interprétations de la coefficient de corrélation, ce sont deux. Premièrement, il faut savoir que la coefficient de corrélation, la petite r, x, y, est une coefficient qui est compris entre moins 1, peut-être égal à moins 1 au cas d'une corrélation négative forte, et peut-être aussi égal à 1 au cas d'une corrélation positive forte. Alors, on a deux interprétations. Ils sont... La première, c'est que donc nous avons dit une corrélation négative. Donc, une corrélation négative au cas où la droite d'ajustement sera une droite décroissante. C'est-à-dire si une variable augmente, l'autre diminue. C'est-à-dire si x augmente, y diminue, et l'inverse correct. C'est-à-dire si y augmente, x diminue. Par contre, au cas où la droite d'ajustement sera une droite décroissante, ici on parle d'une corrélation positive entre les deux variables, c'est-à-dire que si y augmente, x aussi prend le même sens, c'est-à-dire x augmente de même mesure, alors x aussi augmente. Alors, voilà les interprétations de la coefficient de corrélation. Donc, maintenant, on passe directement à un petit rappel à l'échantillonnage et l'estimation. Et aussi l'application des lois de probabilité. Donc, comment on peut calculer les probabilités, ou bien comment on peut trouver les probabilités sur les tables des lois de probabilité. Donc, on a besoin des tables, on a besoin des lois de probabilité continue, c'est-à-dire la loi normale, la loi de Student, la loi de Fisher et aussi la loi de Kide. Alors, dans la statistique inférentielle, on s'intéresse à étudier donc le passage d'une échantillon vers une population. Donc, comment on fait le passage, ou bien comment se fait le passage d'une population vers une échantillon qui s'appelle l'échantillonnage et le processus inverse, c'est-à-dire de l'échantillon vers une population qui s'appelle l'estimation. Alors, on suppose que, donc, pour bien comprendre la démarche de l'échantillonnage, donc on suppose qu'on a une population avec des paramètres, Donc une population avec des paramètres M, la moyenne, sigma au carré, la variance, sigma, donc l'écart type, et P, la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans la population. Donc nous avons prélevé P échantillon 1 a des paramètres x bar 1, x bar ou bien S au carré, la variance de l'échantillon 1, aussi x bar 2, la variance de l'échantillon 2, f2, c'est-à-dire f2, c'est la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans notre échantillon 2, jusqu'à l'échantillon p, x bar au p, la moyenne de cet échantillon-là, et s au carré p et fp. Donc, l'illustration ici, c'est... donc, on a deux distributions d'échantillonnage. On a une distribution d'échantillonnage des moyennes et une distribution d'échantillonnage des proportions.
On commence premièrement par la distribution d'échantillonnage des moyennes. On se trouve que donc on a une population avec les mêmes paramètres. On relevait ou bien on retirait on retire des échantillons x1, échantillon 1 jusqu'à échantillon p. Donc on a x1, x2 jusqu'à xk dans chaque échantillon. Eh bien, on respecte la même taille n, petite n. Donc, x bar 1, c'est la moyenne arithmétique ou bien la moyenne de l'échantillon 1. X bar 2, c'est la moyenne de l'échantillon 2. X bar 3, c'est la moyenne de l'échantillon 3 jusqu'à x bar p, c'est la moyenne de l'échantillon p. Alors, lorsqu'on calcule la moyenne des moyennes, que signifie la moyenne des moyennes? La moyenne des moyennes, c'est la moyenne arithmétique des moyennes. C'est-à-dire, mu de x bar est égal, dans ce cas-là, c'est x bar 1 plus x bar 2 plus x bar 3 plus jusqu'à x bar p. Donc on a px bar ou bien p moyenne. Alors le nombre d'observations ici c'est p. Donc divisé par p. Alors lorsqu'on calcule cette valeur-là, on se trouve qu'elle est égale à la moyenne de la population M. Alors on constate que la moyenne des moyennes mu de x bar est égale à directement à M. Donc, deuxièmement, lorsqu'on calcule la variance des moyennes, c'est-à-dire comment on peut calculer dans ce cas-là la variance des moyennes, c'est-à-dire on fait le cumul, donc la variance sigma au carré des x bar est égale à 1 sur n, pardon, ici on a p échantillon A, donc 1 sur p, le cumul de x bar i moins mu, la moyenne des moyennes, moins mu de x bar. Le tout au carré. Bien sûr, de i égale à 1 jusqu'à p parce qu'on a p échantillon. Alors, lorsqu'on calcule cette variance-là, on se trouve qu'il est égal à la variance de la population sigma au carré de la population sur n. Alors, directement, on trouve que l'écart type, donc sigma de x bar, l'écart type des moyennes est égal à la racine de sigma au carré de la population sur, bien sûr, n. C'est-à-dire qu'il est égal à l'écart type de la population sur racine n. Donc voilà. Donc après, on a x bar, donc c'est un variable aléatoire, bien sûr, donc à deux paramètres, la moyenne des moyennes, l'espérance de x bar qui est égale à m, et la variance de x bar qui est égale à sigma au carré, la variance de la population sur n. Alors on peut dire ici que on peut dire que le x bar c'est un variable aléatoire qui est associé la moyenne des échantillons prélevés qui suit une loi normale. C'est-à-dire que x bar ici suit une loi normale des paramètres espérance x bar et variance x bar. Donc, nous avons trouvé que x bar a deux paramètres. Donc, x bar a deux paramètres. Alors, on peut dire que x bar c'est un variable aléatoire qui suit une loi normale des paramètres. Donc, la loi normale a deux paramètres, espérance et variance. Alors, espérance, bien sûr, de qui? C'est espérance de x bar. Et la variance aussi de x bar. Alors, on peut dire que donc x bar, donc nous avons trouvé que l'espérance de x bar est égale à m et la variance de x bar est égale à sigma au carré sur n. C'est-à-dire que x bar ici suit une loi normale des paramètres. Alors, tout simplement, espérance x bar est égale à m. Et la variance de x bar est égale à sigma au carré, bien sûr, de quoi? De la population sur n. Le passage de la loi normale vers la loi normale centrale réduite par la théorème centrale limitée se fait donc le x bar centré en moyenne est réduit par l'écart type. Alors donc on suppose qu'un pivot z, donc ce z là suit une loi normale centrale réduite. La loi normale centrale réduite a deux paramètres 0 et 1. Alors directement on dit que x bar ici, ou bien on dit que z suit une loi normale, sachant que z est égal à x bar
moins espérance x bar sur la racine de la variance de x bar, c'est-à-dire l'écart type de x bar. Donc, ça bien sûr égal à, donc z égale à x bar moins l'espérance de x bar qui est égale à m ou bien mu sur l'écart type de x bar qui est égal à l'écart type de la population sigma de la population sur, pardon, donc sigma de la population sur ici n, racine n. Donc voilà l'utilisation de la loi normale dans le cas de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors on peut directement ici aussi donc trouver les intervalles de confiance. Donc on passe donc à la deuxième distribution, c'est la distribution d'échantillonnage des proportions. Alors dans la distribution d'échantillonnage des proportions, donc, dans ce cas-là, on s'intéresse à le pourcentage des individus qui possèdent le caractère étudié ou bien le caractère donné dans notre population. On suppose une population à des paramètres, pardon, ici M, donc M, sigma au carré, bien sigma l'écart type et la proportion. Donc, nous avons prélevé des échantillons, échantillon 1, échantillon 2 jusqu'à échantillon P. Donc, chaque échantillon a une fréquence Fn. C'est-à-dire, ici, F1, c'est la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans l'échantillon 1. F2, c'est la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans l'échantillon 2. Jusqu'à Fp, c'est la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans l'échantillon P. Alors, lorsqu'on calcule ici la moyenne des Fn, c'est-à-dire la moyenne des fréquences, mu les F, donc mu les F ici, dans ce cas-là, est égal à donc F1 plus F2 jusqu'à Fp sur, donc ici, P. Alors, donc lorsqu'on calcule la moyenne des fréquences, on se trouve que la moyenne des fréquences est égale à la proportion, c'est-à-dire mu les F égale à P. Et lorsqu'on calcule, donc la première propriété, donc lorsqu'on calcule la variance des fréquences, c'est-à-dire sigma au carré de Fn, on se trouve qu'il est égal à donc le P multiplié 1 au moins P sur N. Donc, la variance d'Fn donc, est égale à P fois 1 au moins P sur N, c'est-à-dire que l'écart type de Fn, l'écart type des fréquences, est égal directement à la racine de P fois 1 au moins P qui est égal à Q sur, ici le produit, sur N. Donc, bien sûr, c'est le deuxième paramètre. Alors, if N, bien sûr, donc à deux paramètres, mu Fn ou bien espérance de Fn et la variance de Fn. Alors, on peut dire que Fn ici, c'est une variable aléatoire qui est associée la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans notre échantillon. Donc, qui suit bien sûr une loi normale des paramètres espérance Fn et variance Fn. Alors, on peut dire que Fn ici, c'est une variable aléatoire. Donc, Fn est une variable aléatoire qui suit une loi normale des paramètres espérance, donc espérance Fn et variance Fn. Après, donc, le passage d'une loi normale vers une loi normale sont très réduites pour qu'on puisse calculer la probabilité sur la table de répartition de loi normale sont très réduites. Donc, ici se fait par donc, le changement de variable, le pivot, on suppose un pivot z qui est égal à donc Fn, bien sûr, centré en moyenne, c'est-à-dire moins espérance de Fn, est réduit par l'écart type, c'est-à-dire la racine de la variance de Fn. Ici, pardon, ici sigma au carré.
sigma au carré de fn. Donc, ce pivot-là suit une loi normale centrée réduite à deux paramètres 0 et 1. Alors, après, on a aussi, donc on peut calculer les probabilités à l'aide de la loi normale et aussi on peut trouver, et on peut construire les intervalles de confiance de la proportion de donc le paramètre des paramètres de la population. Ça fait l'objet de l'estimation. Alors, donc l'estimation, nous avons dit que c'est un processus inverse de l'échantillon, ou bien de l'échantillonnage, pardon. Donc l'échantillonnage traduit le passage d'une population vers une échantillon. Par contre, l'estimation prend le processus inverse, prend un sens inverse, c'est-à-dire que traduit le passage d'un échantillon donc avec des paramètres qui sont connus vers une population avec des paramètres qui sont inconnus. Alors, l'estimation prend deux voies. Donc, on peut donc estimer les paramètres de population par deux manières, soit une estimation ponctuelle ou bien une estimation directe. Ou bien une estimation par intervalle de confiance. Alors premièrement, on a besoin de schématiser les choses ici. Donc on suppose que on a une échantillon. Donc on a un échantillon du paramètre, on a x bar et s au carré et f n. Donc nous avons dit que l'estimation c'est le processus inverse, c'est-à-dire le passage de le départ d'un échantillon vers une population. Alors, la population ici a des paramètres qui sont bien sûr inconnus. Donc, des paramètres qui sont inconnus. Alors, ces paramètres-là, ce sont premièrement la moyenne mu et aussi sigma au carré. Et on n'oublie pas la proportion P. Alors, l'estimation ponctuelle. Une estimation ponctuelle, donc l'estimation ponctuelle on fait l'estimation des paramètres de la population qui sont inconnus directement par les paramètres de la population qui sont connus. Alors on fait directement, donc on suppose directement que la moyenne, c'est-à-dire mu de la population est égale, donc par une estimation ponctuelle, c'est-à-dire mu chapeau, la moyenne estimée est égale à x bar. Et aussi donc sigma au carré estimé de la population est égal à donc s au carré, bien sûr corrigé de l'échantillon. C'est-à-dire quoi, s au carré corrigé? C'est-à-dire que on multipliait la variance de l'échantillon par un coefficient de correction, par un coefficient qui nous permet de corriger cette variance-là. C'est-à-dire cette coefficient-là est égal à n sur n-1. Alors, dans le cas normal, on a besoin de multiplier cette coefficient-là par la variance de l'échantillon qui est égale à 1 sur n. Donc 1 sur n. Donc la petite n, parce qu'on parle ici d'une échantillon, fois le cumul de donc xi de l'échantillon, les observations de l'échantillon moins x bar au carré. Alors on a n, donc ça nous donne directement est égal à donc le cumul de xi moins x bar petit au carré sur n moins 1. Donc voilà, c'est la variance estimée sigma au carré chapeau de la population. Donc aussi, on peut estimer ponctuellement la proportion de la population. Alors P chapeau, bien P estimé est égal à F n. Bien, la fréquence de l'échantillon, bien la proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans la population, c'est le même, ou bien c'est la même proportion des individus qui possèdent le caractère étudié dans l'échantillon. Alors voilà, c'est donc reste dans le cadre d'une estimation ponctuelle. Par contre,
Donc, par contre, l'estimation par intervalle de confiance, donc on estimait, à titre d'exemple, on prend un exemple, l'estimation par intervalle de confiance. Donc, on estimait mu de la population par, donc, dans un intervalle. Donc, ce intervalle-là égale à, donc, l'intervalle de confiance de mu égale à l'estimation ponctuelle de mu, c'est-à-dire que x bar ou bien mu chapeau, x bar, moins et plus un borne inférieur et un borne supérieur, plus donc z de 1 au moins alpha sur 2 multiplié l'écart type de x bar. Nous avons dit dans la distribution d'échantillonnage des moyennes que x bar c'est un variable aléatoire qui est associé les moyennes de l'échantillon donc à deux paramètres espérance x bar qui est égal à mu aussi et le sigma au carré de x bar qui est égal à le sigma au carré de la population sur n. Donc ici on fait donc on multiplie par l'écart type, c'est-à-dire le racine de sigma au carré de la population. Au cas il est connu, au cas il est inconnu, on fait l'estimation ponctuelle de sigma au carré, donc sigma au carré chapeau sur n. Donc voilà l'intervalle de confiance des moyennes. Donc l'intervalle de confiance des proportions, donc l'intervalle de confiance des proportions est égal à donc l'estimation ponctuelle des proportions, donc p chapeau plus moins z de 1 au moins alpha sur 2 fois l'écart type. Nous avons dit que f(n) c'est une variable aléatoire qui suit, donc c'est une variable aléatoire qui représente les individus qui possèdent le caractère étudié dans notre échantillon. Et f(n) suit une loi normale des paramètres espérance fn qui est égale à p et variance fn qui est égale à donc p fois q sur n. Alors ici on a besoin de multiplier cette valeur par l'écart type. Alors on fait la racine de la variance. La variance est égale à p fois q. La racine de pq sur ici q. Donc, ou bien q égale aussi à 1 au moins p sur n. Donc voilà, c'est l'intervalle de confiance des proportions. Alors l'estimation et la notion de la marge d'erreur, donc aussi, on présente ça graphiquement. Alors ici, on fait, donc on calcule, c'est-à-dire on fait l'estimation de mu. Donc ici, par exemple, on représente ça graphiquement. Donc on fait l'estimation de mu avec des marges. Alors, une marge à gauche et une marge à droite. Donc ici sera égal à x bar moins la marge. Et ici, x bar plus cette marge. Alors ici, c'est la zone de risque. Et ici, la zone de confiance. Alors on a ici alpha sur 2 et ici alpha sur 2. Alors on cherche l'intervalle de confiance de 1 moins l'aire gaussienne, 1 moins alpha sur 2. Donc dans le cadre de test d'hypothèse, on veut tester donc est-ce que un paramètre appartient aux intervalles de confiance ou non. C'est-à-dire, s'il est appartient, on fait des commentaires, et s'il n'est pas appartient, on fait aussi des commentaires, ou bien on calcule aussi, donc à l'aide de tests, on calcule les probabilités. Donc la probabilité de rejeter AC0 AC0 Y vrai, c'est-à-dire l'erreur de première espèce, et la probabilité de rejeter, ou bien d'accepter H1 H1 est faux, c'est-à-dire l'erreur de seconde espèce. Alors, donc merci pour votre attention. On se verra dans la prochaine séance qui fera l'objet de les tests d'hypothèse et l'introduction aux méthodes économétriques.